Bonjour à toutes et à tous, je suis Delphine Legarlès, responsable marketing de l'offre Cloud pour Capgemini France. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Objectif Cloud, le podcast qui s'adresse à toutes celles et ceux qui innovent grâce au cloud. Et si on parlait d'IA générative ? Cette technologie fascine autant qu'elle fait peur, certains disent qu'elle va radicalement changer nos modes de vie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'impact qu'elle peut avoir sur les développeurs. L'IA générative peut-elle les aider dans leur quotidien ? Et comme dans chaque épisode de cette saison, nous aborderons le sujet du numérique responsable. Volume de données et frugalité numérique sont-ils compatibles ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous recevons Tiffany Souter, Senior Developer Advocate chez AWS. Vous êtes dans Objectif Cloud, nous sommes au studio 147 de Capgemini et ça commence maintenant. Bonjour Tiffany et bienvenue dans Objectif Cloud. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Tiffany, tu fais partie d'AWS où tu inspires les développeurs à créer des solutions sur AWS. Mais tu es également chroniqueuse sur l'émission Underscore présentée par Micode, que nous saluons d'ailleurs. Lors d'une des émissions, tu as rencontré Jamy Gourmand de C'est pas sorcier et je dois dire que je suis très jalouse. Est-ce qu'il est sympa ? Il est extrêmement sympathique, mais après, je pense comme beaucoup de gens de notre génération, on a tous été très, très impactés en fait par son travail. Et c'était juste un peu un rêve pour moi de rencontrer Jamy. Donc, non seulement j'étais très enthousiasmée par cette rencontre, mais en plus de ça, j'ai été agréablement surprise par le fait que c'était quelqu'un de très terre-à-terre, de très sympathique, qui se prend pas du tout la tête. Et j'ai beaucoup aimé aussi la rencontre avec l'homme. Ouais. Alors, dans C'est pas sorcier, c'était de la vulgarisation scientifique. Nous, aujourd'hui, tu vas nous aider à comprendre ce que c'est Code Whisperer. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'AWS essaye de chuchoter à l'oreille des développeurs ? Alors, Code Whisperer, c'est un outil d'aide à la programmation. On appelle ça des Coding Companions ou aussi des AI Pair Programming Tools. Donc, en gros, c'est un outil qu'on installe directement dans son environnement de développement. Donc, ça peut être soit VS Code, soit un PyCharm, soit n'importe quoi de la suite JetBrains ou peu importe quelle autre IDE on utilise. Et une fois qu'on l'a installé, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre. Il suffit de coder comme on le fait habituellement. Et à ce moment-là, on va avoir des suggestions de code, des espèces de blocs de code qui vont être faites par l'intelligence artificielle qui est en fait en train de lire le code au fur et à mesure qu'on l'écrit. Et ces suggestions-là, en fait, parfois, elles tombent dans le mille et ça nous fait gagner énormément de temps. Parfois, c'est pas exactement ce qu'on était en train de faire et puis juste, on ignore la proposition. Mais en fait, c'est comme si on avait un collègue avec qui on travaille. Donc, c'est ça qu'on appelle le pair programming et qui nous souffle un peu ce qu'on pourrait faire. En général, le pair programming, ce qu'on fait, c'est que on a un développeur qui est moins expérimenté qui code, et puis derrière, quelqu'un qui regarde, qui est un peu plus senior, un peu plus expérimenté. Et souvent, c'est comme ça qu'on apprend plus vite à deux. Donc, on va dire le junior développeur va avancer dans son code et au fur et à mesure, on va avoir des suggestions de quelqu'un qui est un peu plus avancé qui va dire « Ah ben non, ce serait peut-être mieux si tu fais ça comme ça » ou donner des suggestions un peu pour aider au développement. Donc là, maintenant, on le fait avec une IA. Et ça change un peu, ça impacte énormément en fait potentiellement la productivité des développeurs. Et est-ce que tu as des exemples concrets de justement de succès qu'il y a pu avoir, de solutions concrètes qu'il y a pu avoir avec Code Whisperer ? Avec Code Whisperer, alors moi je suis pas vraiment en contact avec les clients tout le temps puisque moi je crée du contenu pour les développeurs en règle générale. Après moi je peux te parler de mes succès à moi, enfin des moments des moments un peu waouh que j'ai eu avec Code Whisperer. Par exemple, notamment pour l'émission avec Jamy, pour fermer la boucle, j'ai programmé du code pour traduire une phrase en ADN. Parce que, en fait, c'était ce qu'on avait montré pendant l'émission, qu'on pouvait encoder des choses dans de l'ADN. Et du coup, j'ai fait un petit programme pour faire exactement ça. Et au début, j'avais Code Whisperer d'installer. Et je n'avais pas forcément dans l'idée de développer avec Code Whisperer parce que je me disais que Code Whisperer n'a pas forcément la connaissance de ce qu'est de l'ADN.
parce que c'est une connaissance qui est complètement autre. Et en fait, habituellement, quand je code avec Code Whisperer, je vais commenter pas mal mon code pour qu'il me donne des suggestions qui soient vraiment très pertinentes. Mais là, je ne l'ai même pas fait. J'ai même pas décrit dans un document, dans un commentaire, ce qui était de l'ADN, en fait. Et donc, je commence à faire mon code. Et là, je commence à un peu faire une fonction qui est censée traduire du binaire vers des nucléotides, donc des bases de l'ADN. Et en fait, Code Whisperer comprend ce que je suis en train de faire, puisque ma fonction s'appelait, je sais plus, Translate DNA, un truc comme ça. Et je vois que Code Whisperer me propose effectivement quelque chose avec ATCG, qui sont les bases nucléotidiques de l'ADN, et qu'il arrive à comprendre après ce que je suis en train de faire, de le traduire. Et il m'a proposé quelque chose qui marchait. Et après, je me suis dit, c'est fou quand même, parce qu'en fait, non seulement l'IA m'aide à coder, mais en plus, il y a quelque chose derrière, en dessous de l'entraînement avec le code, qui est quelque chose de plus contextuel, de plus général, où cette IA, elle a quand même une culture générale, elle comprend ce que c'est de l'ADN. Et après, j'ai fait d'autres tests avec des chiens, des chats, enfin pour voir si en fait il comprenait ce qu'était un chien, un chat, la différence avec des humains, et il comprend. Et c'est vraiment très cool de se rendre compte à ce moment-là qu'en fait c'est un peu plus en vrai que ce qu'on peut imaginer en fait, juste. Que juste de l'aide au code. Ouais, c'est plus que de l'aide au code, il y a vraiment une sorte de compréhension globale un peu plus générale de ce qu'est potentiellement notre monde, certains concepts. Et ça, c'est ultra cool. Donc, c'était un big win pour moi. Quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh. Ok. Et donc, on n'a pas à avoir peur finalement, ou les développeurs n'ont pas à avoir peur d'être remplacés par l'IA. C'est vraiment une aide, enfin, ce fameux compagnon finalement. Ouais. En tout cas, je parle par rapport à l'outil tel qu'il est actuellement. Je ne peux pas parler pour le futur parce que ça va tellement vite que je pense que personne n'a la boule de cristal pour savoir exactement comment ça va évoluer. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, ça ne remplace pas les développeurs, c'est clair. C'est une très bonne aide. Et je pense qu'en fait, on est doué, mais pas pour les mêmes choses. Les humains, ils vont être très bons pour avoir une compréhension contextuelle de ce qu'il faut faire, pour avoir l'architecture globale dans la tête, pour avoir un plan, une idée. Et Code Whisperer, il va être très bon pour faire tout ce qui est très algorithmique. Donc, quand on veut des blocs de code logiques et qui marchent bien, et ben ça, Code Whisperer est très bon. Et en fait, l'alliance de ces deux types d'intelligence, je dirais, celle de l'IA et puis la nôtre, fait que c'est très complémentaire et ça marche très bien ensemble. Mais il y en a pas un qui va remplacer l'autre, ça, c'est sûr. Ouais. Et le lien avec le cloud dans tout ça, c'est quoi? Sans le cloud, on ne pourrait pas avoir des outils comme ça, en fait, tout simplement. Parce que ces IA-là, ces grands modèles de machine learning qui sont arrivés très récemment, en fait, ils n'auraient jamais pu être entraînés sur une machine en local. Il fallait le cloud, il fallait cette puissance de calcul pour arriver à créer ces intelligences artificielles telles qu'elles sont aujourd'hui. Et aujourd'hui, elles tournent sur le cloud. Donc, quand on installe Code Whisperer dans son IDE, on l'a pas en local. C'est pas Code Whisperer qui tourne sur ta machine. Donc, c'est en vrai un call à une API qui va ensuite faire une requête sur le cloud où Code Whisperer est hosté, et ensuite on va avoir la réponse. Mais voilà, sans le cloud, on pourrait juste pas avoir ces outils. Et justement, j'imagine que le volume de données est démultiplié avec l'utilisation de ces IA génératives. C'est le moment de notre question numérique responsable. Le nombre de ces données est en constante augmentation. Comment, en tant qu'entreprise, ou même en tant que clouder, en tant qu'AWS, on peut réussir à trouver la balance entre utilisation des services du cloud et toutes ces données qu'on met dans le cloud et frugalité numérique? Alors, c'est vrai que c'est souvent un peu antinomique de parler d'intelligence artificielle et de causes environnementales, puisque souvent, en fait, ces modèles de machine learning-là, pour les entraîner, ça consomme énormément d'énergie. Mais en fait, je pense que ce qui était très énergivore jusque-là, c'était que chaque entreprise ou chaque projet ou chaque groupe de personnes entraînait leur propre modèle de machine learning, quitte à parfois entraîner les mêmes sur presque les mêmes tâches pour faire les mêmes choses. Et en fait, aujourd'hui,
je pense que ce qui va vers plus de frugalité, c'est d'arrêter de faire tous ces petits modèles-là, chacun dans son coin, parce que c'est l'entraînement qui coûte énormément en énergie, mais c'est justement de se concentrer sur des gros modèles qui ont été entraînés, comme par exemple, je vais citer par exemple ChatGPT, puisque tout le monde le connaît, mais une fois que ces modèles-là ils sont entraînés, ils peuvent servir à d'autres tâches. On peut en fait les customiser pour des tâches qui sont un peu plus spécifiques à ce qu'on a envie de faire pour chaque use case. Et donc, en fait, c'est ça qui pourrait nous aider à aller vers plus de frugalité. C'est en fait de partir de ces gros modèles-là, que des grosses entreprises sont seules en capacité de pouvoir entraîner, et ensuite de juste rajouter le petit entraînement supplémentaire de customisation pour chaque use case, qui fait qu'on économiserait beaucoup en énergie à juste s'inspirer un peu de ces modèles-là. Il ne faut pas repartir de zéro à chaque fois, on ne réinvente pas tout. Mais donc on appelle ça des modèles de fondation. Et ces modèles de fondation-là, en fait, il y en a plusieurs qui sont entraînés spécifiquement pour différentes tâches. Donc, il y en a, ils sont spécifiques pour, par exemple, dialoguer avec des personnes, d'autres pour faire de la traduction. Il y en a d'autres qui vont être spécialisés dans l'image. Voilà. Donc, on a plusieurs modèles de fondation comme ça qui sont disponibles. Et après, le but, c'est pas de recommencer, pas de réinventer la roue à chaque fois. Oui, c'est aller chercher chacun son cas d'usage. Exactement. À développer à partir de cette base. Exactement. Et du coup, c'est AWS, c'est exactement ce qu'ils font avec l'offre Bedrock, qu'on a annoncé il y a très peu de temps. Je crois que c'était la semaine d'avant, mais c'était il y a très peu de temps. Et en fait, Bedrock, c'est exactement ça, c'est mettre à disposition de tous nos clients des modèles de fondation qui peuvent, eux, être customisés et ensuite même hostés par chaque client de façon, on va dire, sur leur VPC, donc leur cloud privé. Donc, si on a peur de nos data aussi, parce que c'est ça aussi le problème avec les modèles de fondation, c'est qu'on se dit, oui, mais moi, je veux un modèle de machine learning où je contrôle les données que j'envoie et je contrôle la réponse. Et donc, j'ai pas envie d'utiliser ces modèles-là de base. Mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les copier, les coller dans une instance qui est privée et les customiser chez soi. Et du coup, on a quand même toujours le contrôle sur la donnée qu'on envoie. Donc, je pense que c'est ça un peu la frugalité de demain, en tout cas, si on veut travailler avec de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Tiffany, d'avoir répondu à toutes mes questions. Ouais, avec plaisir. On a toujours une petite question de fin dans Objectif Cloud. Quel est ton objectif pro ou perso pour les mois à venir ? Mon objectif pro pour les mois à venir, c'est de survivre à re:Invent. En fait, du coup, à AWS, on a une grande conférence qui s'appelle re:Invent. Qui est très bientôt, c'est fin d'année, c'est ça ? C'est fin novembre, début décembre. Et en tant qu'advocate, du coup, je suis assignée à pas mal de présentations là-bas. Je vais en faire 3. Et du coup, si j'arrive à survivre entre maintenant et fin novembre, ce serait top. Et après, un objectif perso, ce serait d'arriver à me reposer. Prendre quelques vacances. Après re:Invent. Exactement. On espère que tu vas arriver à te reposer. Merci. Merci beaucoup, Tiffany, d'avoir participé à ce podcast. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Si vous avez apprécié l'émission, abonnez-vous à Objectif Tech et pensez à laisser des étoiles sur vos plateformes de streaming préférées. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.